Europe 1, il est 8h34. Thomas Soto. La revue de presse donc avec Natacha Polony. Donc bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le même titre revient. Comme pour souligner la capacité du terrorisme à nous atteindre jusque dans nos sanctuaires. La Dépêche du Midi, attaque au cœur de Londres. Paris-Normandie, Londres frappée au cœur. Le Figaro, le terrorisme islamiste frappe au cœur de Londres. Et l'Écho de la Haute-Vienne, la démocratie visée. Londres donc pour commencer Natacha. Oui, alors on évoque Mossoul et Raqqa ce matin, le recul de Daesh et les actions de la coalition. Mais le Figaro nous rappelle que l'attaque d'hier relève de ce qu'on appelle désormais le terrorisme low cost, celui contre lequel les coalitions armées ne peuvent pas grand-chose. Drones et bombardiers ne seront plus d'aucune utilité, écrit Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain. Le travail de renseignement passera du niveau du satellite à celui de la loupe. Il faudra en effet déradicaliser au sens propre du terme, arracher une par une les racines de ce mal. Depuis la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015, écrit de son côté Baptiste Laureau dans Paris-Normandie, la France a subi 8 attaques et séries d'attaques terroristes et malheureusement le bilan n'en restera pas là. D'autres vies humaines seront sacrifiées sur l'autel du sectarisme et de la cruauté. À un mois du premier tour de la présidentielle, il serait temps que les prétendants à l'Élysée, peu importe leur place sur l'échiquier politique, fassent de la lutte contre le terrorisme la priorité numéro 1. Et les tueries de masse à présent. Mais oui, puisque la presse, en fait, elle était encore penchée sur la fusillade de Grasse. Dans Le Monde, le philosophe Anselme Japp signe une tribune intitulée « La mondialisation des tueries en milieu scolaire ». Il s'interroge sur le lien entre ce phénomène, qui jusqu'à présent épargnait à peu près la France, et l'extension dans les sociétés occidentales d'une rationalisation de l'existence humaine soumise aux exigences d'efficacité et de performance. Et puis sur le rôle de la globalisation culturelle. Cette sensation permanente d'une insuffisance de l'individu face aux attentes sociales, écrit Anselme Japp, débouche souvent sur du ressentiment. Il peut prendre des formes collectives, devenir racisme ou fondamentalisme religieux, mais il peut également prendre un chemin encore plus court. Dieu merci, à Grasse, ça n'a pas été une tuerie de masse. On n'est peut-être pas passé loin, mais ça n'a pas été le cas. On va à l'école à présent avec la Croix. Oui, parce que la Croix consacre sa une à une étude passionnante qui nous montre que derrière les échecs du système français se cachent d'immenses disparités géographiques. L'espérance d'obtenir le bac pour un élève de 6e va de 80% dans l'académie de Rennes à 70% dans les Hauts-de-France et 54% en Guyane. Mais surtout, les facteurs sont multiples. Dans les Hauts-de-France, nous dit l'étude, plus de la moitié des élèves de grande section de maternelle passent au moins 1 heure par jour devant les écrans. Ce n'est pas le cas ailleurs. Un panorama de la diversité française qui suggère la nécessité de moyens diversifiés. Quotient familial à présent, par oui, ça l'impôt. aussi, donc. oui, c'est un débat d'experts, mais en fait, là aussi, il est très intéressant, surtout quand il est bien expliqué. Et l'humanité confronte les points de vue d'économistes, alors évidemment pour la plupart de gauche, économistes atterrés, PCF, etc., sur la suppression donc du quotient familial. Est-ce qu'un enfant de famille riche rapporte plus qu'un enfant de famille pauvre à cause de lui ? Est-ce qu'il faut mieux tenir compte du coût d'un enfant ? Derrière ce débat, c'est la question de la politique familiale, mais aussi du rôle de l'État pour empêcher que la pauvreté ne se transmette en héritage. Vous nous parlez après l'héritage du patrimoine. Ben oui, justement, le Parisien se penche sur le patrimoine des candidats et s'amuse de quelques petits détails. Les statues précolombiennes de Jacques Cheminade, les appartements en Polynésie de François Asselineau. Jean-Luc Mélenchon a précisé dans un texte que son appartement s'était valorisé de 37 000 € après des travaux d'un goût exquis qui doivent tout à sa vision du monde. Il a mis un petit texte qui est très drôle sur son patrimoine drôle. Sur Facebook. Marine Le Pen, pour sa part, a revu à la hausse l'estimation du domaine de Montretout, ce qui doit tout aux interrogations du parquet national financier. Enfin, on apprend qu'Emmanuel Macron a gagné 350 000 € d'avaloir pour son livre Révolution. Bravo! On termine avec Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, qui nous raconte l'histoire de cette Bretonne qui a vu arriver chez elle un inconnu. Alors il lui tend un portefeuille, celui que lui avait dérobé une autostoppeuse 21 ans auparavant. Dedans, ses papiers d'identité, quelques photos et même un billet de 50 francs qui était resté. Le bon samaritain l'a retrouvé dans un placard de sa brasserie. La voleuse avait sans doute été prise de remords, tel un candidat devant sa déclaration de patrimoine. Ça s'appelle la décence ordinaire. Vous savez, le sens de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, eh bien ça existe et c'est beau. Elle est contente dès qu'on retrouve un billet de 50 francs, Natacha Polony. Merci Natacha pour la revue de presse. Retour demain. À peine exagéré, ça.